Bonjour et bienvenue sur la première chaîne de podcast dédiée à l'inbound marketing en France. Lors de la première édition de l'événement Inbound Marketing France à Rennes, de nombreux experts venus du monde entier ont eu l'occasion d'échanger autour de ce sujet qui passionne de plus en plus de professionnels du commerce et du marketing en France. À force d'être dans le noir, si l'inbound marketing est un sujet qui vous intéresse, bonjour à tous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube avec vous et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à droite de votre justement écran. Du bouleversement Je vous laisse avec la suite. Que le digital initie à travers les usages et les comportements des clients, mais également ce qu'il peut aussi générer en termes d'opportunités, avec 4 cas concrets de l'inbound marketing, 4 sociétés. Alors vous les verrez apparaître très prochainement après le jingle sur l'écran, mais globalement, je vous présente Rémi Corbet, qui est marketing officer au laboratoire Cotral, suivi de Sébastien Brio, suivi de Manuel, qui est donc directeur marketing et communication de Blue Kango, qui est une société, en fait, un logiciel qualité, hygiène, santé, en fait, de référence pour justement piloter votre processus qualité, gestion de risque et bien-être au travail. Et puis, on a Maxime, qui est vice-président marketing de iAdvice. C'est bien ça. Et bien évidemment, Sébastien Brio, donc iAdvice, qui est une plateforme de marketing conversationnel. Et Sébastien, responsable marketing Digitaléo. Digitaléo, c'est en fait une plateforme, en fait plus une offre aux enseignes de solutions d'acquisition, de communication en fait, et de fidélisation clients pour générer finalement du trafic en magasin. Très bien. Ils sont tous là. On est sauvés. Alors, on va commencer un petit peu ce débat. Tout d'abord par vous demander qu'est-ce qui vous a amené finalement à mettre en place une stratégie d'inbound. Et on peut faire un petit topo de chacun d'entre vous pour mettre un petit peu en place la scène. Et puis après, on aura des questions spécifiques sur votre expérience personnelle. Peut-être, tu veux commencer, Rémi ? Donc bonjour à tous. Pour le laboratoire Cotral, l'aventure inbound, ça a commencé il y a environ 5 ans. Où en fait, le déroulé, en fait, je suis entré en stage dans cette entreprise-là, et mon sujet de stage, c'était de trouver une solution qui nous permettrait d'automatiser nos campagnes marketing. Donc c'était pour nous déjà à l'époque entre marketing automation et inbound marketing, on voyait pas. Pour nous, c'était la même chose. Et du coup, c'est parti de là. Et donc les recherches aidant, on a vu qu'il y avait toute une méthodologie derrière, et notamment la notion vraiment de permission, vraiment de travailler ses contenus et d'avoir des contenus de qualité pour pouvoir répondre à des besoins exprimés par nos prospects. Et on a évolué au fur et à mesure, on a fait quelques erreurs et après on s'est mis en marche, et maintenant ça fait donc plus de 5 ans qu'on a ça en place, et on a vraiment des résultats concrets qui font que on poursuit ce développement-là maintenant sur des pays où on est présent, parce qu'on est présent en France, en Allemagne, en Finlande, en Belgique, en Australie. Et donc là, on lance ce développement-là sur les pays étrangers pour le début de l'inbound, et on est en fidélisation du côté de la France. Donc on a un petit peu tout qui se lance en même temps. Et vous avez mis en place cette stratégie quelle année, récemment au tout début, on a commencé en 2013, et vraiment la stratégie inbound telle qu'elle est comprise, vraiment, c'est 2015. Très bien. Alors, bonjour à tous. Alors, on a commencé un petit peu plus tôt, on a commencé vers 2008. Alors, à cette époque-là, on parlait pas encore d'inbound marketing, mais le but, c'était vraiment d'aller apporter de la valeur ajoutée à nos prospects. On avait remarqué, en fait, nous, chez Blue Kango, qu'en leur apportant des contenus, qu'ils étaient vraiment en recherche d'informations, et en leur apportant ces contenus-là, ça pouvait générer des conversations, donc rentrer en contact avec ces prospects-là. Donc on a commencé par ça, par des livres blancs. Après on a mis en place le blog, on a mis en place tout un tas d'outils pour générer des contacts. Et on est vraiment rentré dans une logique d'inbound marketing à partir de 2012-2013.
où là, après, on a constitué tout un savoir-faire et on a voulu le mettre en avant sur le web et on a essayé de créer, de faire un focus notamment sur une des pratiques de l'inbound marketing qui s'appelle le webinar, donc les webconférences, où on peut faire parler des speakers intéressants et les faire venir des personnes sur des thématiques bien précises. Et donc ça a plutôt bien marché. Et donc on est vraiment dans ces logiques-là, d'apporter du contenu de qualité pour après, derrière ça, récupérer des contacts et puis rentrer en conversation avec eux. Donc ça se fait comme ça. Et puis depuis un peu plus d'un an, on utilise maintenant HubSpot, parce qu'avant on avait tout un tas d'outils. Et aujourd'hui, on a vraiment décidé stratégiquement d'avoir un outil qui va vraiment centraliser l'ensemble des process d'inbound marketing. Et HubSpot nous a paru un des meilleurs outils, en tout cas, pour faire ça. Bonjour, donc moi c'est Maxime, je m'occupe du marketing chez iAdvise. On est 200 aujourd'hui chez iAdvise et l'équipe marketing c'est 15 personnes. Mais quand on a monté iAdvise, il n'y avait pas 15 personnes pour faire du marketing. Et on ne faisait pas de l'inbound marketing, mais je pense que comme beaucoup, en fait, on en faisait sans vraiment savoir que c'était ça. C'est-à-dire que notre but était de faire du marketing pour générer des contacts entrants. Donc à partir du moment où on fait ça, on fait de l'inbound. Le vrai sujet, c'est de structurer la stratégie, c'est la question qui est posée. Et en fait, nous, on l'a vraiment structuré à partir du moment où c'est doté d'un outil pour le faire. Avant, on le faisait au travers de plein d'actions et plein d'outils qu'on mettait les uns à côté des autres. Il y avait un outil pour gérer les landings, un outil sur lequel on allait pousser les contenus, un outil sur lequel on gérait le social media, sur lequel on gérait nos bases de données email. Et il y a 5 ans de ça, à peu près, on est le premier utilisateur HubSpot en France. Donc on a décidé d'utiliser nous aussi HubSpot et donc de tout centraliser ça au sein d'un même outil. Et le fait d'avoir ça dans un outil et d'avoir des équipes qui l'utilisent nous a demandé d'apporter une vraie structure. Et pour répondre également à la question de pourquoi on s'est mis à faire ça, c'est également dans le but d'être dans une logique de mesure de la performance du marketing. Chez nous, le marketing est vraiment là pour servir le sales, et le fait de mettre en place une stratégie d'inbound permet d'être dans l'action, mais surtout aussi dans la mesure. Et au cas où des gens pouvaient douter de l'importance du marketing, ça permet d'avoir des indicateurs qui viennent le justifier. Ça sera intéressant, on en parlera plus tard d'ailleurs de la performance, comment on mesure la performance globalement sur des activités inbound. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien de Digitaléo. Juste les mettre peut-être plus près pour que vous entendez tous. Là, c'est bon. Oui. Ouais, ok. Alors, bien sûr, je partage tout ce qui a été dit. Moi, j'ai commencé à faire de l'inbound avant même Digitaléo. On avait créé notre éditeur de site internet. Et en fait, on était face à une problématique, c'est que les coûts par clic sur Google étaient de l'ordre sur des mots-clés comme créer un site internet. On est plutôt aller à 15 € le clic, 15-20 € le clic. Donc on s'est dit, quand on crée sa boîte, c'est un petit peu compliqué d'aller dépenser autant. Donc forcément, on a cherché d'autres leviers et naturellement, on s'est tourné vers l'inbound marketing et donc surtout la rédaction de contenu, principalement d'articles, de contenu téléchargeable à terme. Et l'idée, c'était vraiment de générer en fait un maximum de trafic. Vraiment sur le site. Donc on a utilisé ce qu'on appelle la longue traîne en référencement naturel. On a cherché des requêtes où il y avait moins de volume finalement, mais petit à petit, quand on crée un article où on génère 40 visites par jour, plus le mois d'après on en crée d'autres, plus 40, plus 40, plus 100, etc. Donc on arrive rapidement à des volumétries qui sont importantes. Et derrière l'idée c'était de les convertir en fait. Donc après c'est assez simple. Mais pour moi c'est vraiment déjà de générer du trafic sur le site et un trafic qualifié. Par curiosité, il y a combien de personnes qui font appel à l'inbound marketing aujourd'hui dans l'audience ? Oui, un bon 50%, 50-60%, intéressant, merci. Et quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées à travers l'inbound ? Parce que j'imagine qu'on change complètement sa stratégie marketing, en tout cas on l'adapte. On essaye de mettre des choses en place simplement, mais on fait quand même rentrer de la machine dans une relation humaine et des nouveaux outils. Quelles ont été véritablement les contraintes rencontrées ? Je commence. On va dans l'autre sens. Alors plusieurs contraintes, en tout cas de notre côté. La première, c'était on bouleverse en fait quand on génère 10 fois plus de leads, 10 ou 15 fois plus de leads en quelques semaines ou quelques mois, on bouleverse en fait vraiment la stratégie commerciale traditionnelle. Ça devient compliqué. On peut traiter 60 leads par mois facilement. Par contre, en traiter 800, en traiter 1000,
forcément, il y a des choses qui passent à la trappe. Donc il a fallu, nous, en interne, structurer avec, au-delà de 300 leads, on a commencé à structurer avec un poste charnière entre le marketing et le commerce pour faire cette liaison, justement, ne serait-ce que d'avoir des retours sur nos campagnes. Aussi pour informer les forces de vente, on a sorti un nouveau contenu. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de communication, en fait. Il n'y a pas de communication entre le marketing. On peut avoir vraiment deux services qui travaillent chacun de leur côté, et ça marche pas très bien. Donc, c'est quelqu'un justement que vous avez recruté en interne, ou c'est quelqu'un que vous avez formé en interne? C'est une création de poste, et on peut former en interne, mais c'est vraiment quelqu'un là pour le coup qu'on a recruté. Indépendant. Donc, et qui est vraiment un poste charnière, et pour nous qui est essentiel à la bonne relation entre le marketing et le commerce. Voilà, un des premiers. Peut-être quelqu'un d'autre va intervenir sur. Je peux prendre le relais parce que c'est très similaire. Alors ça, c'est une fois que la stratégie est mise en place, mais avant, il y a également toutes les interrogations d'autonomie du marketing autour de ces sujets de l'inbound marketing, puisque on fait appel à des sujets qui peuvent être techniques. Voilà, faut créer des contenus, très bien, mais on les héberge où, on crée des landings de quelle manière, faut qu'elles soient designées comment. La bonne nouvelle, c'est que les choses ont beaucoup changé ces dernières années et les outils permettent quand même de gagner en autonomie. Désormais, c'est presque à la portée de tous de designer une landing page et de l'intégrer, là où avant, il fallait vraiment faire appel à des compétences techniques. Donc c'est moins un sujet. Et après, nous, on a été confrontés exactement à la même problématique que Sébastien, c'est générer des leads entrants très bien. Quel impact ça a sur l'équipe commerciale? Le but n'est pas de les assommer de leads qui ne soient pas de qualité, forcément. Et de la même manière, alors nous, le seuil, ça a été à 1000 leads par mois. Avant, on était sur un process où on jouait vraiment sur le scoring avec une vraie montée en maturité des leads, en se disant on délivre que ceux qui automatiquement ont été montés en maturité aux commerciaux. On s'en rend compte que c'était pas forcément hyper performant, que déjà on perdait des leads. Il y en a qui n'avaient pas le scoring et qu'on aurait aimé traiter, et d'autres qui étaient délivrés parce qu'ils avaient montré une maturité, mais c'était pas pour autant qu'il y avait quelque chose commercialement à faire avec eux. Donc on a construit une équipe qu'on appelle de SDR. C'est des personnes qui sont en charge en fait de la qualification de leads entrants. On en a un par pays. Donc aujourd'hui, c'est une équipe qui travaille ensemble et leur boulot, c'est de qualifier les contacts entrants de manière à ce que les sales se focalisent uniquement sur des contacts à valeur ajoutée. Voilà. Entendu. Et Rémi, tout à l'heure, tu parlais de contenu. Est-ce qu'il est finalement essentiel d'avoir un référencement minimal, en tout cas en ligne, pour commencer une stratégie d'inbound marketing, ou est-ce qu'on peut vraiment commencer de scratch, en fait, comme on dit? Non, je pense que oui, avoir vraiment une politique de référencement, c'est la clé. Et c'est avant tout, il faut connaître son audience, et surtout, il faut connaître comment est-ce que son audience nous caractérise et nous définit. Je vais donner un exemple. Par exemple, moi, je travaille dans une entreprise, on fabrique des protections auditives sur mesure. Pour les métiers de l'industrie, etc. Et nos commerciaux sur le terrain, ce sont des techniciens de prévention. C'est comme ça qu'on s'appelle en interne. Sauf que quand on a interrogé nos clients, les protections auditives sur mesure, pour eux, c'est des bouchons moulés. Et les techniciens de prévention, c'est le monsieur des oreilles, pour eux. Donc, si vous optimisez vos contenus, etc., sur des termes, sur nos propres termes, on constatait que le trafic entrant n'était pas forcément satisfaisant. Par contre, à partir du moment où on a commencé à vraiment optimiser sur les informations que nous donnaient nos personas, là, on a pu vraiment constater une augmentation du trafic entrant parce que on parlait leur langage. Quelquefois, c'est aussi simple que ça. C'est parler le langage de ces prospects pour être compris et puis pour après rentrer dans la boucle et pour devenir intéressant à leurs yeux. Moi, je compléterais tout à fait ça, parce qu'en fait, on n'a pas de commerciaux, mais en fait, on a une équipe aussi d'SDR. Ces personnes-là qui font la préqualification, c'est une étape vraiment très très importante, je trouve, dans l'inbound marketing. Et ces personnes-là, nous, ce sont vraiment des ingénieurs QHSE. Donc, on n'a pas pris des gens issus du marketing ou d'école de commerce, on a pris des ingénieurs QHSE qu'on a formés par contre au marketing. Donc, c'est une approche un peu différente, mais ce qui permet. Après, derrière ça, quand ils rentrent en contact avec les prospects, leur objectif, eux, c'est de rentrer en conversation, de faire de la préqualification, d'identifier les besoins. Et quand on discute en fait d'un métier à métier, de professionnel à professionnel, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Donc, par contre, le marketing, vraiment, on va les aider complètement à rentrer dans cette logique-là, sans qu'ils aient à penser qu'est-ce que je dois faire, quel message je dois produire, etc. Nous, on va essayer de construire toute la bulle autour. Et le marketing est là aussi pour les aider. Donc, on est vraiment sur ces logiques-là, ouais. Quand même, pour éviter de faire peur, là, on a affaire à des sociétés qui sont assez structurées autour de ça. Nous, on a tenu à peu près 3 ans où il y avait 2-3 personnes au marketing qui généraient des leads et pas d'équipe de qualif. On peut débuter pas from scratch, justement, parce qu'il y a besoin d'avoir une matière première. On peut pas se lancer sur une stratégie inbound sans contenu, sans travail des personas, sans toutes ces choses-là. Mais d'un point de vue staffing, il ne faut pas 20 personnes au début. Sébastien, tu veux
conclure sur ce point ou... Non, mais en fait, tout a été dit. Bon, bah, c'est bien. En tout cas, ça peut être effectivement aussi. Enfin, si, il y a un point qui est assez important, c'est que en fait, il faut que vous ayez aussi les ressources en interne, voire les budgets en externe, pour créer ces contenus. Ça prend du temps. Un bon contenu, c'est un contenu d'expert. Voilà, on peut tous faire du contenu pour le SEO, mais un bon contenu, c'est vraiment un contenu d'expert. Pour moi, c'est, en tout cas, la stratégie d'inbound marketing, c'est comme la vente. Si vous placez très rapidement votre produit, vous ne vendrez pas. Ça ne marchera pas. Si vous apportez du conseil et de l'expertise, finalement, la personne, elle vous choisira naturellement. C'est ce qu'elle attend. Et donc, rédiger en tout cas des bons contenus, ça prend du temps. Et ça peut être aussi en interne parfois problématique. D'accord. Avant qu'on passe à la mesure justement de l'efficacité de l'inbound, ce serait intéressant d'avoir de votre côté 3 mots, pas une phrase, 3 mots clés qui déterminent en fait vos conseils pour commencer avec l'inbound marketing. Si vous deviez prendre 3 mots qui résument finalement la mise en place dans votre société de l'inbound marketing, quels seraient-ils ? Patience. 3 mots chacun. C'est révélateur, hein. Patience, ouais, oui. Patience. Connaissance sur le SEO, enfin, ça fait presque un mot. Connaissance, c'est important. Et bonne compréhension du process de l'inbound, du funnel de conversion, typiquement. Intéressant. Maxime ? Je dirais persona, c'est-à-dire que pas penser d'abord contenu, mais penser pour qui je l'ai fait. En gros, la question à se poser, c'est quelle question se pose notre cible et segmenter sa cible. Ensuite, je dirais contenu. On en parle pas mal depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment la base. Il faut avoir un contenu à proposer. Et après, je dirais alignement. C'est-à-dire que le marketing ne travaille pas tout seul sur une stratégie d'inbound. Il travaille pour les sales la plupart du temps. Et donc, c'est très important de les inclure en amont de la stratégie. Travailler les personnes avec eux, c'est eux qui vendent et qui ont les réponses la plupart du temps aux questions. Mais également, après la mise en place de la stratégie, pour savoir si ce qu'on leur apporte, est-ce qu'il est de bonne qualité, est-ce que ça peut être optimisé. Beaucoup de choses qui ont été dites, je vous rejoins, mais complètement. Alors je dirais aussi patience, évidemment, contenu, évidemment, et une dernière chose peut-être, moi je dirais personnalisation. C'est vraiment l'intérêt de l'inbound marketing, c'est d'avoir des informations clés, savoir à quel moment ils ont été visiter votre site internet, s'ils sont venus plusieurs fois, est-ce que le persona a téléchargé tel guide, voilà, connaître un petit peu la maturité de son parcours, et donc ça demande après derrière un contact très, très personnalisé pour que ça fonctionne. C'est vrai que c'est pas facile d'être en dernier en fait. Mais donc ouais, changera de sens à la ouais, prochaine. Donc je rejoins évidemment tout le monde. Donc patience, moi j'irais même jusqu'à persévérance par moment, parce qu'il faut vraiment croire en ce qu'on fait. Persona bien sûr, et ouais, vraiment la personnalisation, vraiment pousser ça au bout. C'est penser que on parle à des humains. On est là pour solutionner des problèmes à des humains. On n'est pas là pour vendre un produit avant tout. On est là pour répondre à un problème. Je crois que ça fait une belle introduction pour la prochaine question. On est là pour vendre un produit avant tout. Qui dit vente dit... On n'est pas là pour vendre un produit. Enfin, dans la logique. Qui dit vente dit client, mais dit également investissement et revenus. Le marketing inbound est mis en place. Finalement, comment on le mesure concrètement à travers ses équipes ? Et comment vous avez procédé, vous, de votre côté, pour vous décider à soit continuer, soit ralentir sur la démarche, soit peut-être scaler le programme d'investissement ? Je dirais pour nous, les indicateurs, au-delà évidemment c'est le volume de contacts entrants, la réduction du cycle de vente. C'est quelque chose qui joue et qui est très important et qu'on peut mesurer. Du coup, ça c'est 2 éléments qui sont assez importants. Du coup, je m'arrête là, je vous laisse plus de choix. Moi, l'indicateur vraiment clé, c'est le nombre d'affaires qui sont générées pour nos équipes. Hein, donc c'est vraiment ça. Donc on le voit assez rapidement, hein, le nombre d'affaires. Donc l'idée aussi, c'est avec l'inbound aussi de s'apercevoir qu'il y a une récurrence en fait. Produire des contenus régulièrement, c'est aussi la régularité, c'est très important. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on peut prédire comme ça le nombre d'affaires qu'on va être capable de générer. Donc c'est assez important. Nous, on a beaucoup fait évoluer les choses sur les 4 dernières années. La première chose qu'on a mesurée, iAdvice n'était pas connu et avait besoin de se faire connaître, c'était les leads, donc les contacts, combien de contacts est-ce qu'on génère. Puis on s'est rendu compte au final qu'un contact, ça n'avait pas trop de valeur et c'était pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'était de générer un rendez-vous. Donc on a basculé sur un pilotage, ce qu'on appelle au SQL, Sales Qualified Lead. C'était donc quel contact est devenu un rendez-vous commercial ayant pour origine une action marketing.
On a fonctionné à peu près 2 ans comme ça et on se disait c'est super, c'est l'indicateur qu'il nous faut. On arrivait à le piloter en volume et en valeur. C'est-à-dire combien il y en a et puis quelle valeur est associée. Donc on était vraiment sur un pilotage assez fin. Et puis en fait, on a été confronté à un problème, c'est qu'on est devenu assez mature sur certains pays cibles, comme la France, comme l'Espagne par exemple, où je dis pas qu'on avait tous nos prospects en base et qu'on les avait tous rencontrés, mais pas loin. Et notre problématique en tant que marketeur, c'était plus seulement de générer des nouveaux rendez-vous, vu que ça avait déjà été fait, mais de savoir comment est-ce qu'on pouvait, ces rendez-vous qui n'étaient pas transformés en clients, aller travailler sur cette conversion-là. Et donc, on est revenu sur un indicateur davantage d'influence. Donc, c'est presque un pas en arrière, mais c'est une prise de hauteur plutôt, autour de ce qu'on appelle le MQL, le Marketing Qualified Lead. Et donc, notre mission, nous, c'est vraiment de mesurer l'influence qu'on a grâce aux actions marketing, grâce au scoring, sur un compte qui va être gagné. Voilà. Je pourrais revenir un peu plus en détail à la fin s'il y a des questions précises là-dessus, mais c'est un vrai travail qu'on a fait en tout cas. Sébastien. Et pour conclure, on analyse bien sûr les mêmes indicateurs, donc MQL, alors lead, MQL, SQL à faire signer. Mais nous, un petit peu comme Maxime, c'est-à-dire qu'au début, on avait une démarche vraiment de génération lead, donc on regardait le nombre de leads générés. Mais finalement, c'est bien pour accélérer dès le début, mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Et aujourd'hui, on regarde principalement le nombre d'affaires que le SDR ou que l'Inside Sales transmet à la vente. Juste un complément là-dessus, ça fait peut-être écho avec une des futures questions, mais en faisant ça, ça lève une vraie question quand on commence à se placer comme générateur d'affaires, c'est la concurrence vis-à-vis des sales. Et nous, c'est vraiment le problème qui s'est posé, c'est on dit on va bosser pour eux, et en même temps, on est concurrent, et en tant que marketeur, on n'est pas content quand ils prennent un rendez-vous tout seul, parce qu'on se dit mince, il m'a piqué une opportunité. Et donc nous, c'est vraiment ça ce qui nous a amené à nous dire c'est bête, parce en gros, on avait 3 postes dans l'entreprise, il y avait les inbound marketeurs, ce qu'on nous appelle les BDR, c'est les gens qui font de la prospection par téléphone, et puis il y a le commercial qui lui va faire sa prospection un peu différemment. Et on s'est rendu compte que on était tous concurrents. Et comment vous le gérez ça en interne? Il y a un système d'incentive, il y a un système de ratio, de points. Alors voilà, non mais exactement, et ça posait la question parce que chacun est incentivé sur le rendez-vous, et puis on se rendait compte que des gens pouvaient être incentivés sur le même compte, et il y avait ça n'est pas arrivé, mais ça aurait pu des gens vraiment qui disaient mais ce compte-là, c'est grâce à moi qu'on l'a signé. Ouais, mais c'est moi qui ai généré la première rendez-vous. Oui, mais c'est moi qui ai généré le dernier. Lequel est le plus important? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est le dernier? C'est ces questions-là qui nous ont amené justement. C'est un peu comme le marketing digital avec le first click et ouais, last click. C'est exactement ça. Un petit peu le même. Donc certaines entreprises prennent des décisions et disent la loi c'est comme ça chez nous. Il y a des entreprises qui disent le plus important c'est le premier rendez-vous. Et ce qu'on va piloter c'est qui génère le premier rendez-vous. Il y a d'autres entreprises qui disent le plus important c'est le dernier rendez-vous. Et il y en a d'autres qui sont outillés, qui arrivent à mesurer la performance de l'ensemble de ces actions-là pour déterminer pas de qui vient le deal, mais quelle est la contribution de chacun. Et là, du coup, ça fait travailler les gens ensemble et pas les uns avec les autres. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a la relation entre le marketing et la vente, mais il y a également la relation entre le marketing et la technique. Et on en parlait un petit peu juste avant le lunch, justement, avec Maxime, de ce mythe, en fait, de la technicité, où on se dit que pour mettre en place des outils au marketing, on a toujours besoin d'un bon CTO ou en tout cas d'un développeur. Ça serait intéressant d'avoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que le marketing automation, finalement, c'est assez simple à mettre en place? Est-ce qu'un marketeur peut très bien se débrouiller avec ses outils? Qu'est-ce qui est requis? Alors, bonne question. Quand on est, en tout cas moi je parle personnellement, quand on est à son compte et que j'ai développé un petit peu, c'est assez simple. C'est assez simple, on touche un petit peu au code, on peut déployer des choses assez rapidement, des tags de conversion, ce genre de choses. Quand on arrive dans une structure où il y a un CTO, il y a des équipes de dev très structurées, ça m'a surpris. C'est plus complexe. C'est plus compliqué. Ils sont focalisés, chez nous en tout cas, le produit est focalisé vraiment sur une roadmap, pour le coup une roadmap produit. Et là, on va venir les déranger. On va les déranger. Tiens, est-ce que tu peux me donner accès au FTP ou est-ce que tu peux juste m'intégrer ce tag de conversion ou ce script? J'en ai besoin pour différentes raisons. Et là, ça prend 1 semaine, 2 semaines. Fais un ticket, ça peut être compliqué. Je vois des sourires, j'ai l'impression qu'il y a du vécu dans la salle, là, non? Il y a du vécu, je pense. Par contre, ce qui change la donne, en tout cas chez nous, ça a été l'éducation en interne. C'est-à-dire, on peut prendre les PO à part, on peut prendre le CTO et lui dire voilà pourquoi j'en ai besoin, voilà pourquoi j'ai besoin que tu me mettes ça en place. Ça va nous faire gagner de l'argent, ça va être bénéfique pour tout le monde. Et là, derrière, ça passe. Ça passe. Et dans ce cas-là, on dégage une roadmap. Dans la roadmap, on dégage une ligne, en tout cas, dédiée au marketing. Mais oui, moi, j'ai rencontré ces difficultés en arrivant. Et j'étais pas habitué à ça. Il y a quelques dépendances alors. Est-ce que c'est le cas pour vous autres ou comment ça se passe concrètement?
Nous, je le disais en intro, on est 15 au service marketing et on a une chance énorme, c'est qu'on a un développeur dans cette équipe-là. Mais moi, c'est un choix que j'ai fait. C'est-à-dire qu'une des premières personnes que j'ai recrutées, c'est quelqu'un pour produire des contenus. C'est la base. Encore une fois, je pense qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui produit des contenus qu'un dev. Et puis ensuite, pareil, je me suis rendu compte qu'il y avait une dépendance technique. Et pour faire les choses proprement, on a recruté un dev qui est dédié à nos besoins. Néanmoins, je trouve que les choses ont pas mal changé ces derniers temps. Et si je devais repartir de zéro, je passerais beaucoup de temps à choisir l'outil qui me permet d'être autonome. Et il y a quand même, on parlait d'HubSpot tout à l'heure, c'est pas les seuls au monde, mais HubSpot, c'est aussi un CMS, c'est aussi une plateforme qui permet d'éditer ses blogs, qui permet d'éditer ses landings avec des templates et qui permettent logiquement de ne pas avoir besoin de faire appel à nos amis de la technique. Normalement, ouais. Alors moi j'ai fait, donc nous on est 12 au service marketing aussi, et moi j'ai eu la chance aussi d'avoir eu l'occasion d'intégrer aussi directement un développeur, parce que franchement passer aussi par les services R&D chez nous c'est compliqué, bon voilà, donc l'autonomie c'est ce qu'il y a de mieux en marketing là-dessus, et c'est vrai que nous on a intégré directement un développeur. Donc nous pour l'Inbound on est 3 à travailler dessus, donc on a un développeur web. Et du coup, donc on se répartit la tâche, on va dire à 3, mais on peut du coup avec les connaissances, avec des outils qui sont de plus en plus simples à utiliser, que ce soit en drag and drop ou même si on peut coder un petit peu, on peut permettre d'y arriver. Mais ouais, on se répartit sans les rôles. Mais oui, le développement web est très important pour ça. Et vous venez de 4 industries complètement différentes, j'ai envie de dire. Est-ce que vous trouvez que l'adoption de l'inbound marketing, en tout cas, est un différentiel pour vous par rapport à la concurrence, par rapport à votre évolution sur le marché ? Alors, je ne sais pas si vous avez de la visibilité sur vos concurrents, ce qu'ils utilisent, quelle plateforme, à quel titre ? Alors, sans avoir les informations vraiment sur ce qu'ils utilisent, nous, oui, ça nous a permis vraiment d'établir une présence sur le web, et notamment avec l'Inbound, d'apparaître vraiment comme des experts dans notre domaine et du coup de devenir référents. Et ça nous donne un véritable avantage compétitif, notamment sur le digital. Et vu que la transformation digitale fait que tout le monde passe par le digital, même nous dans une industrie, parce que nous on travaille vraiment dans le B2B, c'est de l'industrie. Notre persona, c'est un responsable sécurité. Donc c'est pas une personne qui est forcément au courant de toutes les dernières méthodes de prospection digitale, de faire des recherches sur Internet, etc. Donc ça permet vraiment, déjà ça peut s'appliquer à tout type d'industrie selon moi. Et puis oui, ça donne un véritable avantage quand on est présent et quand on fait partie des premiers à être sur ce segment-là. Moi je te rejoins complètement. On a été, moi je pense qu'on a été un des pionniers un petit peu dans ce secteur-là à adopter les techniques d'inbound marketing, donc ça donne un avantage de visibilité, en tout cas certains, ça c'est évident. Après on voit évidemment ce que font un petit peu les concurrents derrière, bon, c'est comme ça. Il y a des pays qui sont plus développés aussi que d'autres, hein. Je pense à l'Espagne, voilà, ils ont des logiques d'inbound marketing qui sont déjà intégrées depuis un moment aussi, donc voilà, c'est toujours bien de voir aussi ce que fait la concurrence et puis se positionner aussi. Alors nous, notre persona, c'est plus un directeur marketing, directeur digital de grands groupes. Donc il est confronté à beaucoup de pratiques d'inbound marketing de la part de tous nos confrères. Des emails, il en reçoit des tas, des contenus, il en a exposé à des centaines. Donc nous, c'est plus sur un sujet sur la matière première. C'est-à-dire que créer des contenus et les envoyer et les mettre à dispo, c'est une chose. Créer les bons contenus qui font la différence, c'en est une autre. Et c'est là-dessus où on cherche davantage à faire la différence. C'est-à-dire que là où on a pu être à une époque à se dire, moi j'ai piloté l'équipe là-dessus d'ailleurs, faut produire un white paper tous les 2 mois, faut produire 3 use cases par mois. À un moment donné, stop la quantité, place à la qualité. Un white paper, on en fait un tous les 6 mois et on va travailler d'ailleurs sur sa diffusion et son optimisation, parce qu'on a été confronté à des périodes où on produisait des trucs et on n'a même pas le temps de les diffuser tellement qu'on était sur une logique de productivité. Comment on gère en fait, parce que ça crée un peu des bulles où finalement on a moins de contenu à étaler, on a moins de contenu à distribuer. Ouais, on passe plus de temps justement à la finesse de la façon dont on va le distribuer et surtout un petit peu plus de temps à le rédiger, à le produire, à le coproduire. Et ça nous semble bien plus adapté et puis plus apprécié par nos cibles que lorsqu'on cherchait à faire de la quantité. C'est marrant Maxime parce qu'il est un petit peu en avance et nous on revient exactement à ces fondamentaux finalement qui sont au début on va chercher à produire énormément de contenu, 3 contenus téléchargeables par mois, nous c'était 4 articles par semaine et aujourd'hui on est plus dans une stratégie où on va chercher de la qualité aussi
Pourquoi ? Parce que ça a ses limites, tout simplement. Et autant, et aussi, c'est compliqué d'analyser. Hein. Quand tu produis 3 contenus par semaine, voilà, lequel fonctionne. Il y a de la frustration quand on a passé 2 heures à écrire ou 4 heures à écrire un contenu et qu'on a 0 like. C'est bête, mais ça peut essouffler des équipes aussi. Et aujourd'hui, on est plus dans la qualité. Par rapport à la concurrence, on s'inspire vachement parce que sur notre secteur d'activité, ils sont très actifs. Il y a plein de bonnes idées, donc on regarde ce qui se fait. Voilà, mais on n'est pas pionniers, nous, dans l'inbound marketing. En tout cas, on essaie de garder par contre un rythme qui reste constant, important. Et on voit que parfois, des concurrents s'essoufflent aussi un petit peu. Ils doivent rencontrer certainement les mêmes problématiques que nous. Mais voilà. Un mini complément là-dessus sur la quantité versus qualité. Nous, il y a un changement qu'on est en train de prendre et quelque chose que je veux vraiment impulser dans l'équipe, c'est le côté un peu essorage d'un contenu. C'est-à-dire que quand on produit un livre blanc, il peut être utilisé de plein de façons différentes. On peut le transformer en webinar. On peut le transformer en une vidéo où on pitch son livre blanc en 1 minute. Il peut être transformé en conférence. On fait des sujets, on intéresse. Recycler un peu le contenu. Recycler, voilà. Et moi, je préfère autant produire 3 fois moins de livres blancs, mais qu'il soit super recyclé, que chercher toujours à utiliser le même format sur lequel on n'a pas forcément pris de recul en plus, parce qu'on se dit ouais, faut produire des livres blancs. Ok, mais est-ce que c'est ça vraiment le plus pertinent ? Est-ce qu'il y a justement une relation entre l'investissement qu'on fait dans l'inbound marketing et puis finalement le lead time du client ? Je pense notamment à Blocango, vous êtes sur un lead time quand même assez long. Si on compare à Digitaleo, on est peut-être sur une question de quelques jours ou mois. Vous êtes plutôt sur une question de plusieurs mois. Comment on gère ça ? C'est sûr que nous, sur les cycles de décision, on peut aller jusqu'à 6 mois facilement. Donc l'idée, c'est vraiment d'entretenir la relation durant toute cette période-là. Donc nous, vraiment le focus particulier qu'on a mis en place, c'est vraiment le webinar. Et le webinar, c'est vraiment quelque chose qui plaît, qui marche, et on a vraiment des bons retours là-dessus. Donc ça permet aussi de multiplier en plus les contenus. Sur un webinar, on peut le transformer aussi. Enfin, on peut faire du teasing avec un article de blog. On va pouvoir aussi derrière, pourquoi pas produire un livre blanc avec le contenu. On va pouvoir après découper ces vidéos, découper, faire des replays et découper, les mettre aussi à disposition de nos prospects. Donc voilà, c'est vraiment. Et le webinar, ils vont accéder par email et par landing page, ou ils ont. Alors oui, il y a des inscriptions tout à fait par landing page en fait. Touchpoint. Et après derrière ça, on utilise aussi les landing pages, on crée des landing pages pour des replays en fait, donc ils peuvent après aller disposer, même accéder à une chaîne complète avec l'ensemble de nos webinars. Donc voilà, c'est vraiment le focus particulier. Donc l'idée, c'est vraiment d'alimenter sur des contenus vraiment très précis qui les intéressent sur toute la durée du cycle de prospection. Du coup, cette question du cycle de prospection, en fait, c'est la base. C'est un peu cette question des personas, c'est la même. Nous, on est sur des paniers qui sont assez élevés, donc c'est des cycles de vente qui peuvent faire de 1 à 2 ans. La question que se pose un prospect en fin de cycle versus le début de cycle n'est pas du tout la même, et du coup, le contenu auquel il doit être exposé et la façon dont on lui expose n'est pas du tout la même. Donc, on doit essayer de travailler justement sur la vraie temporalité, et puis là où un contenu assez large, type un livre blanc sur un sujet assez large, et un bon appât sur quelqu'un qui est en début, un use case très très précis sur son confrère et les performances, ou des comparateurs, des simulateurs d'ROI, ce genre de trucs-là, va plutôt intervenir en fin de cycle. Donc voilà, on a une palette qui est super large, bien placer les outils en fonction du process de vente. Moi, je rejoins aussi un petit peu ça, c'est que nous aussi, on a un cycle de vente qui est ça va de 10 mois à 1 an. Donc c'est aussi pareil, étalonner les contenus en fonction de l'endroit où la personne se trouve, en suivant les principes de l'inbound en fait. Si la personne est vraiment en découverte, en considération ou en décision, on ne va pas mettre les mêmes contenus en face et on ne va pas les mettre au même moment. Donc c'est vraiment en adaptant les sujets, en allant de manière plus précise, après en offrant par exemple dans ce qui nous concerne des comparatifs, et terminer vraiment par des retours clients, etc., qui permet vraiment de mettre tout le contenu en entonnoir et vraiment de pouvoir segmenter en fonction de l'étape, en fonction de où la personne se trouve, de pouvoir vraiment adapter les contenus et les communications et du coup les offres qu'on met en face de chaque étape pour chaque persona. Sébastien, tu voulais compléter ? Nous, on est sur des paniers moyens plus faibles. Donc les temps de signature sont beaucoup plus courts, sauf on a aussi un persona qui est directeur marketing d'enseigne. Là par contre on est entre les 8 et 12 mois sur les temps de signature, et encore une fois tout dépend je pense qu'en tout cas tout dépend on va dire de la première conversion finalement. Si c'est un livre blanc, nous parfois on fait rentrer des gens dans des prospects en tout cas sur une phase de prise de conscience, donc un prospect qui est vraiment pas chaud.
Et à côté de ça, on peut en faire rentrer directement sur des phases qu'on appelle de considération, où là, la problématique est identifiée et on va proposer par exemple un essai en ligne gratuit. Donc là, on a affaire à des prospects plus chauds, donc les temps de signature sont plus réduits généralement. Juste pour avoir une idée, pourcentage de l'inbound marketing sur votre budget marketing, c'est combien proportionnellement? Proportionnellement, moi je suis à 40%. Je fais pas ce qui me coûte cher, hein, entre guillemets. Enfin, ce qui nous coûte cher, c'est la création de contenu. Ça va être surtout cette ressource-là qui est importante. Maxime? Tes 60%, c'est quoi? Les 60%, on est sur des salons. Voilà, ça représente pour nous un investissement important. Et on est beaucoup aussi sur des campagnes d'acquisition type AdWords, Bing. Parce que pour nous, pour notre secteur d'activité, on ne peut pas être présent. Enfin, il faut qu'on soit présent sur des requêtes très stratégiques. Et c'est ce qui génère aujourd'hui, en tout cas, les leads les leads un petit peu plus chauds, qui signent plus rapidement. Donc, AdWords représente et coûte cher. Hein, le coût par clic chez nous est assez élevé. Donc, forcément, c'est des budgets qui sont assez importants. Nous, on va plus avoir un raisonnement en fonction des pays, puisqu'on n'a pas les mêmes maturités et stratégies sur les pays. Je disais tout à l'heure, un pays comme la France, où du coup on est assez mature, on va moins chercher à faire de l'inbound que sur des pays où personne ne nous connaît. On a ouvert un bureau à Boston il y a 3 mois. Forcément, on va investir davantage, là où sur la France, on va être plus sur des stratégies de fidélisation. Néanmoins, sur des pays moyens, c'est à peu près les mêmes ratios et c'est à peu près la même structure. C'est-à-dire qu'on va être à 30-40% sur des stratégies inbound. On parle hors masse salariale, là, c'est vraiment... et puis après, oui, ça va être l'événementiel et puis plus le côté ads au sens large qu'on tend vraiment à réduire, qui va occuper un peu de budget. Manuel? Je ne vais pas être original, c'est exactement à peu près les mêmes proportions. Après, moi, j'ai pas ces informations-là en termes de budget, etc. Mais nous, je sais qu'on fait pas d'AdWords, par exemple, donc on est uniquement sur le référencement organique. Donc c'est vraiment les coûts de logiciel et voilà, c'est tout. Juste une précision sur le fait d'avoir justement déployé une stratégie d'inbound marketing. L'objectif, c'était comme à l'époque, en tout cas, quand j'avais ma propre société, c'est qu'on est sur des coûts par lead, en tout cas chez nous, qui étaient très élevés sur AdWords. Donc les budgets étaient vraiment importants, les taux de conversion sont relativement faibles, hein, on le sait tous. Donc en fait, au bout de 2 ans et demi, alors je ne peux pas donner un retour sur investissement précis, mais en tout cas au bout de 2 ans et demi, on se rend compte qu'on a baissé de plus de 50% notre investissement sur AdWords pour le remettre sur d'autres sources, donc plus liées justement à l'inbound marketing. Et on conserve la volumétrie de leads entrants et c'est multiplié par 10. Donc ça fonctionne, clairement ça fonctionne. Par contre, il faut vraiment être patient, ça prend du temps, mais vraiment, encore une fois, c'est des stratégies qui sont à moyen long terme qui sont payantes. Il faut le faire, en tout cas il faut commencer quand vous commencez en tout cas à chercher à développer le trafic sur votre site internet. On parle beaucoup de SEO, mais finalement les stratégies d'inbound marketing, c'est ça pour moi. Ça va vraiment être c'est complémentaire, hein. Ouais, c'est très complémentaire, bien sûr. Mais, Est-ce que finalement aussi l'adoption de l'inbound ne vous a pas forcé à repenser un peu votre modèle ou votre proposition d'une manière, je sais pas, plus organisée, ou d'ajouter des steps qui n'existaient pas? Est-ce que ça vous a forcé à avoir cette réflexion? Nous, on a joué avec le modèle économique grâce à la stratégie d'inbound, puisque en intro, c'était sur la keynote d'ouverture, là, on a pas mal parlé du test gratuit, de faire tester. Et nous, en l'occurrence, iAdvise, non, ça se teste pas gratuitement, mais on a voulu jouer un peu avec ça. Et si on laissait aux gens un free trial, qu'est-ce que ça pouvait donner? Et du coup, ça nécessite déjà de tester les choses, les unes après les autres, puisque les premières fois, on a voulu tester des choses en A/B test en même temps qu'on changeait de modèle éco, et quand on a décidé de dresser le bilan, on s'est dit ok, mais qu'est-ce qu'on a vraiment mesuré? Donc les faire les uns après les autres, et puis surtout voir se donner du temps pour mesurer et reprendre les décisions. Et par exemple, nous on a testé du free trial, on a mesuré, puis on a se rendu compte qu'à terme, vraiment sur la vente, pas juste sur la lead gen, parce que quand c'est gratuit, on génère plus de leads, mais sur la vente réelle, c'était moins efficace. Donc on est revenu sur un modèle comme ça. Et puis après, en termes d'organisation, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est structurer une équipe commerciale marketing de façon assez alignée et les penser vraiment ensemble pour créer des postes quand c'est nécessaire. Et voilà. Je précise juste aussi, on a testé le free trial et on est revenu aussi en arrière. Donc, pareil, c'était pas forcément intéressant. Ça générait beaucoup de leads, pour le coup, ça génère du lead, mais ça a du mal à transformer. On a du mal à les contacter, c'est pas la même démarche.
Voilà. Mais vous l'avez testé, test and learn, c'est toujours bénéficiaire. Hein. Ouais, tout à fait. Et je fais très rapide pour passer le micro, mais on est là pour partager les pratiques. Un truc qu'on a testé aussi, c'est nos études de cas. On mettait des formulaires pour les télécharger. Puis un jour, on s'est dit, tiens, on va arrêter de mettre des formulaires et on va les laisser dispo. Et on verra ce que ça donne. Parce que l'objectif final, c'est la conversion. En l'occurrence, depuis, on ne met plus de formulaires pour télécharger des études de cas. Voilà. Il vaut mieux avoir un bouton, par exemple, demande de démo sur une étude de cas qui est dispo gratuitement, parce qu'en plus, ça permet de servir le SEO, plutôt que de se dire, non, je veux le lead de l'étude de cas. Parce que, voilà. On en reparlera sur la data, justement. Ce serait intéressant de voir comment vous l'exploitez. Non, c'est sûr que forcément les pratiques d'inbound nous font repenser effectivement ce qu'on peut proposer comme manière d'aborder le prospect. Pareil, on avait une stratégie freemium aussi, exactement comme vous. On y revient forcément parce qu'effectivement, c'est pas du tout les mêmes logiques. On peut pas faire le même accompagnement. Par contre, par exemple, les essais, nous aujourd'hui, quelqu'un qui arrive chez nous qui demande un essai, on a une personne qui va l'accompagner pendant 30 jours. Toutes les semaines, un peu comme des pratiques de Scrum Master, si vous connaissez un petit peu ces méthodes-là, et on va l'accompagner pendant 30 jours sur juste une toute petite partie du logiciel et le faire évoluer comme ça, vraiment pour le faire l'imprégner de fur et à mesure dans notre logiciel, lui faire comprendre la philosophie, et au bout d'un moment, pour nous, c'est quelque chose qui nous permet d'accélérer la transformation. Donc oui, c'est des choses qu'on comprend et qu'on a avec l'expérience, avec l'inbound, avec tout ce qu'on met en place, effectivement. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, comme nous, on travaille sur un produit qui est fait sur mesure, un essai gratuit, c'est compliqué. Donc, on ne peut pas forcément travailler là-dessus. Donc, nous, on a modifié le système dans le sens où nous, c'est vraiment de donner énormément d'outils, en fait, de mettre énormément d'outils à disposition aux personnes pour constituer, en fait, au-delà du produit en lui-même, c'est que dans notre industrie, il y a ce qu'on appelle, en gros, c'est constituer en gros un dossier bruit. Donc, c'est vraiment, là, par contre, donner tous les outils aux personnes intéressées pour qu'elles puissent constituer leur dossier bruit et après pour les amener vers après le contact commercial. Mais d'un point de vue inbound, c'est vrai que ça a modifié la manière de fonctionner de l'entreprise, qui est une entreprise qui existe depuis 25 ans, qui est très orientée commerciale, et c'est vrai que de pouvoir avoir ça rajoute en fait en quelque sorte une corde à notre arc et ça nous force aussi à envisager la relation en fait avec un prospect de manière complètement différente. Tu crois que ça crédibilise d'autant plus l'équipe marketing ? Oui. 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 Oui, parce que ce qu'apporte le marketing, c'est la mesure. Et du coup, on peut prouver d'où vient la personne, par quelle porte est-ce qu'elle est entrée, etc. Et on peut vraiment montrer la valeur ajoutée et dire que c'est pas... Et quelque part, ça enlève la notion de compétition, parce que quelque part, on est tous ensemble pour aider les personnes qu'on essaye de servir, et du coup c'est vraiment essayer d'avancer ensemble, et maintenant c'est marketing main dans la main plus que l'un contre l'autre. Est-ce que finalement ça fédère pas à travers la création de persona par exemple, qui doit être composé et à la fois de l'insight marketing finalement et à la fois de l'insight peut-être du vendeur, du commercial, pour se dire on en parlait précédemment dans le panel pour ceux qui étaient là de plateforme marketing automation, et on disait que la vision justement du client de la part d'un vendeur était peut-être complètement différente, ou en tout cas différente de celle d'un chef d'entreprise, de celle d'un directeur du marketing. Comment vous gérez ça, ces créations de personnes en interne ? C'est fait collectivement avec votre plateforme d'inbound ou c'est fait individuellement ? Comment vous gérez ça ? Chez nous, oui, c'était en gros de concert avec le commercial, puisque le service commercial, ils sont vraiment sur le terrain, donc c'est vraiment eux qui sont en contact avec les clients, avec les prospects, donc c'est identifier avec eux quelles seraient les personnes les plus intéressantes pour eux et pour le commercial comme pour le marketing, et puis après c'est entre guillemets le bâton est passé pour après vraiment faire l'étude persona, et après c'est vraiment que des allers-retours entre le commercial et le marketing pour que ce soit au niveau des contenus, parce que encore une fois ils sont sur le terrain, donc c'est eux qui sont à l'écoute des problématiques des personnes, et c'est vraiment donc ils nous proposent des idées de contenu. Le calendrier éditorial par exemple est fait en commun avec le service commercial pour que tout le monde soit entre guillemets sur la même longueur d'onde, que tout le monde sache quand on parle, nous par exemple notre persona on l'appelle Jérôme HQE, c'est hygiène, qualité, environnement. Et quand on parle de Jérôme, maintenant tout le monde sait de quoi on parle, qui est cette personne et quels sont ses besoins. Alors
Alors nous, nos personas, on les crée de par des personnes qu'on intègre chez nous dans l'entreprise déjà, parce que ce sont des potentiels, à la base des potentiels clients, parce que on intègre des ingénieurs QHSE. Donc déjà, on connaît, voilà, ils ont une expérience terrain, ils connaissent déjà les problématiques. On écoute aussi nos clients, évidemment. On a un réseau social privé pour nos utilisateurs, donc on a 4000 administrateurs qui sont là-dedans. On regarde ce qui se passe, on écoute. On essaye de remonter un maximum d'informations. On a aussi l'assistance qui va nous permettre de relier des remontées d'informations terrain et de savoir mieux comprendre les besoins. Et c'est comme ça qu'on construit avec l'équipe marketing nos personas. Nous, on va travailler sur des formats workshop. On en fait à minima un par an. Ça peut paraître peu, mais en fait, il faut le temps après d'appliquer la stratégie qu'on a dit dans le workshop. Donc, on n'aurait pas le temps si on en faisait plus. Et à chaque fois, on réunit plusieurs sales avec des sales. Quand je dis plusieurs, c'est sur leur niveau de maturité, des gens qui sont là depuis très longtemps, des gens qui viennent d'arriver, et des gens qui travaillent certains types de comptes, avec plusieurs personnes de l'équipe marketing. Et on définit un certain nombre de personas. Assez pareil. Au début, on a voulu commencer en fait avec beaucoup de personas et puis avec beaucoup de scénarios, beaucoup de workflows. Puis on s'est rendu compte qu'on avait créé une usine et rapidement, on a réduit. Donc voilà. Et par contre, sur la dimension après, comment je t'entendais parler de, on a des workshops pour leur dire quels sont les contenus qui sont sortis, enfin les tenir informés. Nous là-dessus, je pense qu'on a beaucoup à apprendre encore. Nous, sur les personas, en fait, on fait des workshops aussi. On a refondu nos personas principaux en fin d'année. Donc, dans notre workshop, dans les workshops, il y avait le CTO. On l'a intégré pour expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on change de cible. Bien sûr, des commerciaux, évidemment, du marketing et du service client. On intègre en tout cas une ou deux personnes de chaque. Alors les commerciaux un petit peu plus du coup, parce que c'est quand même eux qui vendent le produit final. Et ensuite on part d'hypothèses. On a tous. Déjà ça se challenge sur les équipes. On n'est pas forcément d'accord. Ensuite on les valide. Qui a le dernier mot finalement ? Le dernier mot il se fait sur l'enquête terrain. C'est-à-dire que le marketing prend la main et prend une liste de prospects et de clients et interroge avec sur des problématiques, interroge les personas potentiels, les futurs personas potentiels sur leurs problématiques, leurs challenges quotidiens, leur journée type, c'est important, qu'est-ce qu'ils font dans la journée, quels sont les médias qu'ils consultent, etc. Donc en fait, nous on part sur des hypothèses qu'on va valider derrière avec des études qualitatives. Si vous aviez, alors on parle de secret sauce ou de recettes miracles, à garder 2 éléments de votre stratégie inbound, on parle des outils. Alors, par exemple, Manuel, tu parlais tout à l'heure de webinars qui marchent très bien pour vous. Oui. Si vous choisissez chacun 2 éléments, lesquels seraient-ils ? Ce serait intéressant par industrie de voir ce qui marche finalement et ce qui ne marche pas. Le webinar, donc j'en ai parlé déjà. Et après, je pense aussi c'est la capacité aussi à aller de l'avant, savoir aussi que quand les équipes doivent prendre leur téléphone aussi, il faut qu'on ait vraiment des insights forts. Et ça, c'est important à un moment donné de fournir ces insights-là et de saisir le bon moment. De surtout pas laisser traîner ou même arriver avant, parce que là, ça peut être catastrophique. Donc, c'est vraiment arriver avec les bonnes informations au bon moment. Rémi ? Pour nous, c'est énormément les messages de sensibilisation, que ce soit par exemple des affiches qu'on donne, qu'on met en accès et tous les contenus vraiment d'éducation et aussi la partie autour de la législation parce que c'est quand même assez complexe et du coup ça nous permet vraiment de faciliter la tâche des personnes. Donc c'est vraiment apporter ces outils, c'est vraiment ces deux types d'offres qui fonctionnent très bien. Donc ça vous positionne un peu comme une autorité finalement. Exactement. Okay. Oui. Je vais partager 2 leviers qui marchent bien. Le premier, alors iAdvise, on est une plateforme de conversational marketing et forcément on utilise notre propre plateforme pour générer des leads et ça marche véritablement bien. C'est une bonne nouvelle. Non, mais pour vous donner un chiffre, 20% des visiteurs avec lesquels on dialogue sont convertis en leads. Quand on connaît les taux de conversion de leads classiques, voilà. Donc assister ces visiteurs par chat, parce que quand on pense inbound, on pense souvent à acquisition, comment on fait venir du monde, mais après comment on transforme on-site. Il y a vraiment des outils qui permettent de performer. Et chat, typiquement, c'est chat humain ou c'est 100% un bot ? humain. Ok. Pourquoi pas tester les bots, mais et le deuxième levier, en fait, c'est sur les contenus à produire. Nous, au tout début de notre stratégie inbound, on a vraiment cherché à produire des contenus de qualité et pour ça, on a dépensé des budgets qui étaient aux alentours de 5 000 € à peu près pour le faire avec des vrais instituts d'études. Pour avoir pas juste des contenus qui sont produits par iAdvise, qui est tout sauf objectif,
On n'a pas non plus fait avec des Ipsos ou des choses comme ça, mais trouver un cabinet qui apporte légitimité, qui apporte une vraie méthodologie sur le panel et qui permet de mettre un petit logo sur cette étude-là. Il y a certaines prestataires en plus qui proposent la prestation de relations presse associée à ça. Ce qui fait que voilà, déjà c'est une première, c'est un billet, c'est 5 000 €, c'est peut-être entre 5 et 10 000 en fonction du panel qu'on veut adresser. Et nous, au début, ça a très bien marché. 2 outils. Le premier, tout ce qui est contenu marketing, donc livre blanc, webinar, on peut en imaginer beaucoup. Et pour moi, le deuxième qui est important, c'est la communication, clairement. Donc avec les forces de vente. Entre les équipes. Entre les équipes, parce qu'il faut que ce soit proactif. Faut pas que le marketing reste d'un côté, la vente de l'autre. On travaille vraiment ensemble et si on veut que ce soit efficace, il faut aller à la pêche aux infos, il faut aller se renseigner sur les campagnes marketing qu'on lance, les derniers contenus qu'on a mis en avant et pourquoi ça fonctionne pas et ne pas mettre en mode exécution le commerce, surtout pas. Ça fonctionne pas. Donc une petite anecdote, on faisait rappeler à un moment donné, chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, on faisait rappeler des livres blancs. Comment générer du trafic dans mon point de vente. Je donne un exemple. Notre Insight Sales rappelait dans la journée une cinquantaine, soixantaine de leads. Et à la fin de la journée, on s'est posé la question, on s'est dit, mais est-ce que le livre blanc, en fait, tu l'as lu ? Non. Donc en fait, il a eu des discussions et le livre blanc n'était pas lu. Et en fait, on s'est rendu compte que en fait, on le mettait en mode exécution, c'est de notre faute. C'était de notre faute. Côté marketing, parce qu'on l'avait pas prévenu sur les contenus qui sortaient, ce qu'il y avait dedans, on lui avait pas dit, il faut que tu le lises, c'est intéressant. Donc il faut que ce soit une vraie proactivité, un marketing commerce, vraiment. Après, on se bat tous contre un concurrent qui est le temps. Et ça, c'est vrai que c'est toujours aussi un peu complexe, de s'assurer que les leads vont engager, oui, mais avoir notion complète des outils qu'on leur fournit aussi. Alors, c'est une super remarque. Nous, on a eu cette problématique, c'est-à-dire qu'on générait beaucoup de leads et on se rendait compte que le pipe commercial ou le chiffre d'affaires potentiel n'était pas, alors forcément, il n'est pas linéaire, mais on rencontrait quelques problématiques. Et en fait, on a mis un indicateur, on voyait qu'il y avait un nombre de leads avec des outils comme HubSpot ou même Salesforce. On se rendait compte qu'il y avait beaucoup de leads qui n'étaient pas traités, des demandes de démo qui n'étaient pas rappelées au bout de 15 jours, qui sont du lead plutôt chaud. Et en fait, on a dû mettre en place, nous, des indicateurs dans notre Salesforce sur ce qu'on appelle le statut nouveau. Et en fait, nous, au marketing, on suit beaucoup ces statuts-là au quotidien. C'est-à-dire qu'on va suivre ces statuts, ces leads qui ne sont pas traités dans les 5 minutes. Alors, 5 minutes, c'est dans le meilleur des mondes. Mais en tout cas, quand on voit qu'un lead n'est pas traité au bout de 48 heures, c'est une alerte. Et quand on va voir la force de vente, on se rend compte, on comprend vite pourquoi ils sont débordés, ou alors il manquait une info dans Salesforce qui ne remontait pas correctement. Et ça nous a posé quelques soucis. Donc c'est des indicateurs, ça fait partie des indicateurs qu'on traque au quotidien en tout cas. Pour rebondir rapidement là-dessus, en fait, nous on a mis en place cette année un système de SLA d'engagement entre marketing et sales pour répondre à 2 problématiques. D'un côté, le marketing est engagé vis-à-vis alors c'est pas des sales, c'est des SDR, des gens qui prennent les rendez-vous, à ce que la qualité des leads adressés soit supérieur à un certain pourcentage. Et de l'autre côté, eux sont engagés vis-à-vis du marketing à ce que le contact soit traité sur un temps donné et soit contacté X fois sur une période donnée. Et donc c'est un truc, ça a signé par moi, VP Market, et mon homologue VP Sales, et on s'est engagés tous les deux à ce que chacun tienne ses engagements. On l'a mis en place là, il y a 2 mois. Oui, ça va marcher. Non, mais au-delà de savoir si ça marche, c'est déjà, ça démontre qu'on y est attentif. Juste une dernière question, puis on va laisser aussi le micro à l'audience après pour vous permettre de répondre à vos interrogations. Il y a une étude réalisée récemment par HubSpot auprès de 6000 entreprises. Il s'avère apparemment, on va parler justement de médias engageants, que la vidéo soit un des principaux facteurs de perturbation qui pourrait rendre le travail des marketeurs ou commerciaux obsolète. Apparemment, la vidéo présente beaucoup d'avantages, mais elle fait également peur parce qu'on se dit finalement que quelqu'un d'autre va faire mon travail d'éducation. Peut-être que j'aurai même plus besoin de contacter un client parce qu'il aura pu la vidéo et finalement, il se sera fait une idée. Et je discutais précédemment au lunch tout à l'heure et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'en effet, volontairement, ils n'utilisaient pas de vidéo avant que le lead soit ultra chaud parce qu'ils avaient peur que ça remplace un peu l'humain. Est-ce que vous avez une vision particulière par rapport à ça ? Alors, faut pas tout mettre dans la vidéo. C'est la vidéo de démo. Le pitch commercial traduit en vidéo, c'est hyper dangereux, effectivement, parce que. Oui, on se focus vraiment sur la démo. La vidéo d'évangélisation sur des sujets donnés, c'est top et c'est un vrai support commercial. Mais nous, par exemple, on se prive chez iAdvise quand un sales s'appelle un prospect et lui dit j'ai pas de temps, mais envoyez-moi votre présentation, envoyez-moi une vidéo. On n'en a pas.
donc il faut qu'on se recontacte. Donc voilà, ce format court, vraiment, on s'interdit de l'utiliser. D'autres remarques sur vos vidéos que vous avez? Oui, c'est pareil. L'humain est indispensable dans la relation commerciale aujourd'hui, de toute façon. Donc, même si on automatise beaucoup de choses, la vidéo remplacera jamais un contact et puis un échange. Et c'est comme ça, c'est dans la relation. En plus, on est vraiment sur une idée qu'il faut aller comprendre les besoins, aller s'intéresser vraiment au plus près de l'organisation des process du prospect pour pouvoir arriver avec une réponse. Donc, si on n'a pas cet échange-là, compliqué. Nous, c'est la même chose. On n'a pas de vidéo tutoriel et comme de toute façon, c'est un produit qui se porte de toute façon. Oui, c'est vrai que on a des vidéos sur comment les mettre en place, mais bon, c'est pas ça qui va remplacer notre travail. Au contraire, ça va juste améliorer l'expérience client, mais c'est pas quelque chose qu'on voit comme une menace, comme forcément c'est un produit. Très bien. À défaut de porter les vidéos, on va porter le micro. Y a-t-il une question dans la salle? Bonjour. J'ai entendu beaucoup d'entre vous qui disaient utiliser HubSpot. Je me demandais si vous utilisiez autre chose qu'HubSpot déjà, ou si c'était tous les quatre la même. Vous utilisez la même plateforme. Nous, on a utilisé HubSpot pendant 4 ans et on a changé de solution là en août dernier. Donc pas tous. Et pour quelle raison? C'est quoi comme solution? Donc la solution, c'est une solution qui s'appelle Wishpond. C'est une solution qui permet de créer des landing pages et de gérer une base de données sur laquelle on a ajouté, nous, en interne, on a développé vraiment des workflows et on est rentré un petit peu dans le moteur pour pouvoir rajouter la notion, par exemple, de persona, rajouter des notions de scoring, etc. Et c'était parce que, comme nous, pour le site et le blog, en fait, sont sur un CMS à part, donc quand on est sur HubSpot, on était sur un sous-domaine, et ce qui fait que du coup, en termes de référencement, c'est mieux d'avoir tout sur le même domaine. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on a changé de solution, parce qu'on utilisait un petit peu moins d'outils d'HubSpot, et c'est un outil qui est quand même assez global, et si on n'utilise pas toutes les solutions, la décision a été prise de changer de solution pour ça. Merci. Juste une autre question. J'ai aussi entendu d'autres personnes, je crois que c'est Emmanuel, qui disaient que vous aviez utilisé avant d'autres outils que HubSpot et qui sont du coup peut-être moins chers, comme par exemple pour moi ça m'intéresserait, puisqu'aujourd'hui la plateforme HubSpot elle est trop chère. Qu'est-ce que vous avez utilisé avant ? Déjà avant, nous on développait en interne aussi avec mon développeur, on avait des formulaires, donc on développait aussi le landing page, on avait des CMS type Joomla, etc. Donc on utilisait pas mal de choses comme ça. Après, j'ai regardé moi pas mal de choses. Il y avait Pledzi, il y avait Mautic, donc c'est une solution de plateforme open source. Enfin, il y avait pas mal de solutions. Moi, ma contrainte, c'était vraiment d'aller à l'international. C'était une des plus grosses contraintes, et d'avoir des formulaires, par exemple, qui s'adaptent dans différentes langues, d'avoir des contraintes de caractères, de pouvoir générer des landing pages complètement avec avec des domaines en .es, dans toutes les langues. Et donc concrètement, j'avais pas vraiment le choix que passer par HubSpot, parce que les autres solutions m'apportaient pas tous ces potentiels-là. Et il y avait une question aussi, par exemple, de réglementation. Sur le Canada, on en parlait juste avant. Il y a une histoire de double opt-in pour avoir le consentement des personnes. Donc HubSpot est quand même assez bien fait pour tout un tas de raisons, et notamment pour ça. Donc investir finalement de l'argent là-dessus, entre développer par soi-même ou trouver d'autres solutions qui ne correspondent pas forcément, on a préféré faire le choix d'HubSpot de toute façon par rapport à ça. Et juste quand même penser long terme, parce que c'est quand même une piqûre, quoi, HubSpot. C'est-à-dire que l'outil qu'on va utiliser, on y a toute sa base de données associée à toutes les données qu'il y a sur ces contacts-là. En changer, moi si demain il fallait que je change... C'est toi, tu t'estimes à combien de temps d'heures de travail le fait d'avoir switché ? À peu près 150 heures de travail. Migrer les bases, migrer toutes les landing pages, recréer les éléments, etc. Ça prend du temps. Je voulais juste préciser quelque chose. Après, tout dépend aussi de ton objectif. Clairement, si tu veux juste faire un petit peu de workflow, du qualifier quelques leads, tu n'as pas besoin de partir sur des solutions aussi complètes qu'HubSpot. Il y a d'autres solutions qui sont plus accessibles, des Pledzi. Je les connais pas toutes, mais il y a des. Pledzi, d'ailleurs, le CEO de Pledzi est là, Charles Dolisi. Il est présent, il parlait au panel précédent. Mais c'est vrai que HubSpot, c'est un gouffre. Donc nous, on n'a pas 150 heures, il nous reste absolument 0 minute. Donc on va clôturer.
Merci à tous pour votre attention. Et je vous invite à contacter un de nos 4 invités ou les 4 en même temps si vous voulez en savoir plus.